pour une durée de 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, moi je ne regarde pas le Luxembourg avec les yeux de Chimène, n'étant pas transfrontalier. La Convention marque évidemment un progrès et le groupe de l'Union centriste, dans sa très grande majorité, c'est-à-dire à l'exception de moi-même, voteront cette Convention. Moi, je vais m'abstenir. Une grande confiance n'excluant pas une petite méfiance. Comme tout a été dit, Madame la Ministre, je vais vous parler du reste. C'était pour ça que c'était tellement important qu'Éric Bocquet parle à son tour, car moi, je vais vous parler un peu d'autre chose. Je voulais vous parler, mon excellentissime collègue Karouchi. Nous sommes entre nous, donc prenons notre temps. Après un très riche débat au mois d'avril 2013 sur l'efficacité des conventions fiscales internationales, nous avons eu, Madame la Ministre, beaucoup d'occasions de parler de fiscalité et d'évasion fiscale dans cette maison. Moi, j'ai tendance à penser que quand on veut, on peut, et que les avancées de la Convention qu'on nous présente aujourd'hui sont marquées. Je note aussi que la taxe nationale sur les GAFA, qui était impossible il y a 8 jours, sera annoncée le 1er janvier 2019. Notre collègue Marie-Noëlle Lieberman et tous ceux, comme moi-même d'ailleurs, qui l'ont soutenue, ont bien fait à ce moment-là de marquer leur volonté sans faille. Nous sommes donc en train de réviser une convention fiscale internationale. Je vais donc attirer, Madame la Ministre, votre attention sur 2 programmes des BEPS. L'action 15, finalement ce qu'on est un peu en train de faire, c'est-à-dire réviser une convention. Cette action permet aux pays qui le souhaitent de modifier des conventions fiscales bilatérales. Je crois que compte tenu de la situation économique et compte tenu du contexte, on a vu que le contexte pouvait entraîner des modifications de comportement, il serait peut-être temps de revoir la convention fiscale qui nous lie avec le Qatar et qui prive notre pays de 150 à 200 millions de revenus par an. L'autre programme qui est intéressant, c'est le 13 sur les prix de transfert. Les prix de transfert, c'est une caricature. Ils se définissent comme les prix de transaction entre sociétés d'un même groupe, résidentes d'États différents. Ils supposent le passage d'une frontière, mais en réalité, c'est une opération d'import-export à l'intérieur du même groupe. Ce commerce intragroupe représente 70% du commerce international et, d'après les études, ce commerce intergroupe mal contrôlé nous coûterait 1,3 du PIB chaque année. Donc, je vais vous prendre un exemple de prix de transfert classique. Il s'agit de définir et de souligner des manipulations, notamment sur des brasseries. Alors, l'exemple vaut pour d'autres, vous le connaissez, mais je fais une explication de prix de transfert pour les nuls, comme ça tout le monde comprendra. Première tricherie, la redevance en échange de l'utilisation de la marque est située aux Pays-Bas. Manque à gagner pour le Ghana, minimum 250 000 €. Deuxième tricherie, versement pour des frais de gestion à une filiale en Suisse, manque à gagner pour le Ghana, 200 000 €. Troisième tricherie, enregistrement des services d'approvisionnement à l'île Maurice, manque à gagner 790 000 €. Donc vous voyez que la décomposition des opérations au profit des États qui ne sont pas les États de production nuisent naturellement aux pays producteurs et bénéficient à des filiales et à la fraude fiscale. Il est parti, quel dommage. Je voulais dire à notre collègue président du groupe d'amitié France-Israël que grâce à une série de prix de transfert, les missiles sortis des États-Unis arrivent à destination d'Israël à environ $50. À ce prix-là, on peut évidemment envahir l'Iran. Donc, mais aujourd'hui, il y a une amélioration extrêmement sensible de la situation grâce, Madame la Ministre, à un décret qui est paru le 30 juin 2018. Et je crois que c'est quand même très important de pouvoir le souligner. Les prix de transfert sont aujourd'hui beaucoup mieux contrôlés. Et franchement, ce décret est une avancée extrêmement sensible. Il reste que le fichier des écritures comptables est un standard en moins que le standard de l'OCDE. Et je voulais vous demander, Madame la Ministre, si vous pensiez qu'à un moment ou à un autre, le standard des fichiers des d'écriture comptable s'alignerait sur la version SAFT de l'OCDE, parce que c'est une version plus complète.
Les premiers contrôles fiscaux transnationaux ont lieu, et ça c'est aussi très important. L'opération menée par l'OCDE et l'ONU, baptisée Inspecteurs des impôts sans frontières, fonctionne aussi très bien, et c'est encore une avancée. Et là, le décret qui a été publié le 30 juin 2018 permet d'éviter la stratégie consistant à limiter la vision du vérificateur à ce qui se passe au sein des frontières nationales. Et donc, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est vraiment, je crois, une avancée qu'il faut souligner et qui mérite d'être soulignée, d'autant que quand apparaissent dans les schémas des pays sur lesquels pèsent des présomptions lourdes et concordantes, Suisse, Irlande ou Pays-Bas, le vérificateur a immédiatement une possibilité de contrôler, et c'est très important. Donc, moi, je pense que, effectivement, je ne voterai pas la Convention, je ne ferai que m'abstenir. Mais comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je voulais revenir sur la proposition qu'avait faite le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste d'une COP fiscale, parce que je crois que nous n'arriverons pas à aligner nos politiques sans nous mettre tous autour d'une table avec beaucoup de bonne volonté. Je vous remercie. Merci.